Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de février. Alors tout d'abord, il faut quand même que je vous présente mes excuses. Vous risquez d'avoir un peu de bruit, sachant que j'ai différé mes plages d'enregistrement pour des raisons personnelles et que aujourd'hui nous avons la grande joie, et ce pendant à peu près 10 jours comme on nous l'a précisé, d'avoir deux déménagements, un dans mon bâtiment, un dans le bâtiment d'à côté, mais eux alors ils refont carrément le sol au plafond. Ils font des travaux, donc ça risque d'être un peu bruyant, je suis vraiment désolée. Alors dans ce point lecture de février, j'ai une BD, un espèce de catalogue saga, et 4 romans et un essai. Voilà, alors je vous montre. Alors ne vous inquiétez pas si à un moment donné vous entendez du bruit, autre que les travaux, les déménagements et tout le reste, c'est le général Hux qui risque de vous faire des petits trucs assez rigolos. Voilà, alors ça c'est tout ce dont je vais vous parler, parce qu'en fait il y a des bouquins qui ont des couvertures avec des petites animations, en tous les cas des illustrations qui font des ombres et des lumières, et le général Hux c'est ma boulette. Dès qu'il y a une ombre, un reflet, quelque chose, et vous allez voir, il court partout, il miaule, enfin bref. Alors, je vous présente d'abord les romans, je ferai après l'essai et je ferai après les deux derniers parce que ça sera peut-être plus simple. Alors le premier, c'est pas dans l'ordre de lecture, presque, mais bon c'est pas grave. Le premier c'est il court, ah bah le général Hux vient d'atterrir sur les bouquins. Super. Non mais alors, je vais vous le montrer parce qu'il a ses fans, hein. Voilà. Oui, il a encore grandi, mais il n'est pas très docile aujourd'hui. Il est chafouin. T'es chafouin? Oui, t'es chafouin. Alors donc c'est M.G. Arledge, Il court et court le furet. Donc c'est le numéro 2 après Amstramgram. Alors je sais que j'avais été assez mitigée sur le premier et je voulais tenter le deuxième pour savoir si les aventures d'Ellen Grace, c'était juste parce que le premier m'avait pas, avait été très très mitigé, parce que j'avais beaucoup aimé la rédaction, j'ai aimé l'histoire, etc. Et alors le deuxième, même combat. Alors cette fois-ci on se retrouve face à des meurtres d'hommes qui sont visiblement bien sous tout rapport, hein, de bons pères de famille, impliqués dans la communauté, machin, mais qui se retrouvent particulièrement bien tués dans les bas-fonds, et visiblement ils fréquentent des prostituées, ou en tous les cas tout ce qui gravite autour de ce milieu de la nuit-là. Et Ellen Grace, évidemment, qui a survécu donc à Amstramgram avec Charlie, donc l'autre jeune femme, enfin l'autre policière, se retrouve dans le commissariat de Southampton et va mener l'enquête avec un nouveau commissaire, enfin une femme, et toujours la journaliste Araped, là. Alors, c'est... Merde. C'est exactement comme Amstramgram. Et je ne vais pas dire la même chose et ça va être assez court. C'est-à-dire que l'histoire se tient, c'est fluide, c'est écrit assez sympathiquement, dans le sens où pour moi, on tourne les pages, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, qui est le tueur ou la tueuse, hein, je ne vais pas divulguer. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que sur les 3/4 du roman, c'est l'enquête, c'est tous les... Alors il y a les enquêtes et il y a les à côté, c'est-à-dire la vie de Charlie qui a perdu son bébé, etc. dans le premier tome. Ellen Grace qui est toujours avec son copain Sado, Mazo, etc. dans cette relation un peu ambiguë. Toujours des problèmes avec la journaliste, toujours... bref. Il y a toujours ces à côté, ce qui est assez sympa, parce que en fait, en parallèle de l'enquête, vous avez l'enquête, le tueur, vous savez à peu près qui ça peut être, et puis vous avez les familles, et vous avez aussi la vie des personnages autour, donc ça c'est bien. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire à 40 pages à peu près de la fin, tout s'accélère, et tout d'un coup c'est une évidence, c'est lui ou elle le tueur, c'est pour cette raison-là, etc. Donc voilà. Autre avis mitigé sur Arledge. Après Amstramgram, il court le furet. Voilà. Ce qui me gêne, c'est que ça soit... J'ai l'impression d'une fin bâclée à chaque fois. J'ai toujours l'impression que c'est... comment dire, ça va trop vite, c'est trop évident, il y a trop de raccourcis pour expliquer que effectivement c'est cette personne-là qui tue et pourquoi et comment, etc. Voilà.
je me suis en train de me dire que si il rajoutait une centaine de pages, même sur ce format-là, qui ferait une petite pavasse, ça serait pas négligeable, je trouve, pour pouvoir diluer un peu à la fin, pour pouvoir laisser le lecteur monter, enfin en tous les cas moi, en tant que lectrice, arriver à avoir une montée en puissance beaucoup plus douce mais abrupte. Là, tout d'un coup, on monte et puis on arrive au sommet comme ça et on redescend. Et je suis pas très adepte des montagnes russes, alors c'est peut-être pour ça. Voilà, donc deuxième avis mitigé sur Harlitch. La question qu'on va me poser, c'est est-ce que je vais tenter le troisième? Eh ben honnêtement, j'en ai discuté sur Instagram. Honnêtement, si je le trouve en seconde main pas très cher dans l'année, je dis pas maintenant, mais avant la fin de l'année, et peut-être si Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, lors de The Black November, donc en novembre prochain, fait une catégorie où je peux caser le prochain Harlitch, je le ferai. Parce que j'ai juste, je suis maso, hein, mais j'ai juste envie de savoir si c'est vraiment moi ou si c'est vraiment parce qu'ils montent tout le temps ces histoires de la même façon et ce format-là ne me correspond pas. Voilà. Je parlais de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, ben c'est sa faute. Il faut bien que ce soit faute de quelqu'un. Donc c'est La Formule de Dieu, J.R. Dos Santos. En fait, je l'ai vu sur sa chaîne, elle en parlait parce que c'était un roman, un genre roman thriller scientifique. Donc on ouvre, le roman s'ouvre. Alors, j'y parlerai après. Le roman s'ouvre sur une discussion entre Einstein et Ben Gourion, le tout jeune premier ministre de l'État d'Israël, où plus ou moins on est en train de demander à Einstein de fournir une bombe atomique, hein, en gros. S'ensuit une petite discussion sur d'autres choses, et on se retrouve propulsé 50 ans après, avec un cryptologue qui va être approché par une très belle plante iranienne. Quand je dis une très belle plante, une très belle femme, qui souhaite l'engager au nom de son pays pour pouvoir avoir accès à un document secret, top secret, méga top secret, confidentiel, qu'a écrit Einstein, où il y a une partie qui est cryptée et que ils aimeraient bien savoir ce qu'il en est. Alors, en gros, hein, parallèlement, ce cryptologue a ses parents, son papa est malade, il est en phase, on va dire, de terminale, voilà. Donc, il y a plusieurs petites histoires qui se raccrochent. J'ai beaucoup aimé c'est quand même pas un petit machin. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que j'ai pas mal aimé le personnage de Thomas, et aussi les discussions scientifiques, philosophiques, un brin ésotérique quelquefois, ou familiales, parce qu'en fait c'est très très bavard. Il y a beaucoup de passages de dialogue avec des explications scientifiques, des théories, notamment quand on approche sur le document de Einstein, etc., qui est quand même, comme son nom l'indique, la possibilité qu'Einstein explique dans ce document l'existence de Dieu, tout simplement, tout va bien. Alors, on suit Thomas au Portugal, puisqu'il est portugais, on le suit en Iran, etc. Évidemment, vous savez que dans tout bon roman de thriller, un brin espionnage, etc., et puis quand il y a des enjeux comme ça, il y a forcément des services secrets de plusieurs pays, notamment les Américains, évidemment. Et donc, moi j'ai beaucoup aimé, parce que c'est quand même à peu près 600 pages. Je dois avouer qu'il y a des passages qui sont assez longs, qui sont quand même pas... Alors, c'est pas ardu, il faut pas exagérer, c'est pas non plus un essai scientifique pur, mais si vous êtes pas trop fan de trucs scientifiques, de trucs religieux, etc., essayez pas de vous aventurer là-dessus parce que ça risque de vous dégoûter pas mal, hein. Il y a des très très longs passages, il y a des passages même moi que j'ai trouvé particulièrement longs, et j'avoue une fois ou deux fois, je les ai marqués, je pense que j'ai sauté pratiquement
J'ai lu en diagonale, comme on dit, c'est-à-dire que, voilà, quelquefois c'est des redites. Alors, il y a aussi le fait que j'ai trouvé la fin pas bâclée, mais il y a des moments où c'est pas trop crédible. Voilà, enfin pour moi. J'ai trouvé qu'il y a des moments où il y avait la crédibilité se perdait, c'était trop long. Et puis, il s'en va en Iran alors qu'il sait que son père est mourant, qu'il en a pas pour longtemps, voire un mois. Euh, alors, il y a la relation avec cette très belle Iranienne. Il y a aussi la découverte aussi des arcanes d'un pays, etc. Donc, de la vie. Mais voilà, il y a des... À la fin, moi, je me suis dit... il y a quelque chose qui... voilà. Alors après, il y a des... Ouais, ouais, j'essayais de vous trouver quand ils essayent de découvrir ce que... le code de Einstein, hein, voilà. Donc, à la fin, j'ai trouvé, un peu comme Arlich, j'ai trouvé que c'était... voilà. Mais sinon, bah, je remercie Séverine de la chaîne Il est bien ce livre parce que je ne me serais pas aventurée à lire ce livre si je ne l'avais pas vu sur sa chaîne 1 et si je l'avais pas en entend... si je ne l'avais pas entendu en parler. Ouh là là. Je devrais enregistrer dans mes autres plages. Vous voyez, quand j'enregistre un peu plus tôt le matin, ah, pas tout. Voilà, c'est... Je l'aurais pas lu sans l'avoir vu, je ne serais même pas avancée et j'ai bien aimé ce côté un peu mystérieux, scientifique, machin, enfin voilà. Mais vous y aventurez pas si vous n'aimez pas ça, hein, parce que si vous n'aimez pas les romans scientifiques, philosophiques, ésotériques, avec plein de dialogues, des monuments enfin des pages et des pages de dialogues un peu avec des théories, etc., avec des choses un peu alambiquées, n'y allez pas. Ah, dilemme, est-ce que je vous fais mon petit coup de cœur, le premier coup de cœur de l'année, ou je vous fais le flop? Je vais faire le flop. Hein. Ouais, je vais faire le flop parce que comme ça c'est pas un flop. En fait, c'est un livre que je ne m'attendais pas de lire et que je n'aurais jamais lu. Je le dis tout de suite. Je l'ai reçu par Masse Critique de Babelio. Ils me l'ont proposé. J'ai été très étonnée qu'ils me proposent de lire un livre pareil parce que c'est pas du tout dans mon profil de Babelio, ni dans mon profil de ce que je lis. Mais j'avais vu passer des livres d'une des deux auteurs là, de ce livre partout, sur beaucoup de chaînes, certaines chaînes que je suis, etc., qui étaient dithyrambiques, et j'avais envie de lire. Voilà, je me suis dit, oh bah tiens, on me le propose. J'ai lu le résumé, ça me semblait pas trop mal, c'était pas du tout mon style, mais je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et donc je l'ai reçu et je l'ai lu. Voilà, voilà. Donc c'est En plein vol, donc de Manon Fargeton et de Jean-Christophe Tixier, donc c'est chez Rajo. Alors merci à Babelio bien sûr, et à Rajo puisqu'ils envoient quand même les bouquins. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire moi de ça? Alors en fait on est en présence de Romane et Jules. À un moment donné, alors on m'a dit que c'était un roman compagnon d'un autre, je crois, Quand vient la vague, c'est écrit derrière, la fille qui... Bref, on rencontre Romane et Jules à la fac, qui se rencontrent. En fait, ils ont un passé commun, puisque Jules a fugué avec la meilleure amie de Romane, et Romane sort avec le petit frère de sa meilleure amie. En gros, hein. Voilà. Alors, moi, à un moment donné, j'avais l'impression, quand ils en parlaient, que le petit frère en question avait 14 ans, en gros. Parce que, oh là là, mais je peux pas... Enfin, voilà, c'était un peu style, elle sortait avec un garçon vachement plus jeune qu'elle. En fait, ils ont 2 ans ou 2 ans et demi d'intervalle, donc voilà. Alors, à cet âge-là, je sais que c'est beaucoup parce que c'est des post-ados, hein, mais bon, c'est pas non plus le truc absolu. Mais alors, dès les premières pages, je le dis parce que bon, il faut quand même que je sois gentille, mais pas vraiment. Je pense que dès le début, j'ai levé les yeux au ciel, je sais pas combien de fois. Mais vraiment. Je me suis dit, oh là là, ça va être long. Parce que déjà, le style d'écriture ne me convient pas.
j'ai l'impression que c'est du télégraphique, c'est des phrases hyper courtes, il y a quelquefois il n'y a même pas de sujet dans la phrase, c'est il y a 3 mots, point, un mot, point, enfin on a l'impression que c'est du style. Alors c'est un peu du style, c'est méchant, mais c'est un peu le style SMS, Instagram. Enfin, Instagram encore fait des phrases. Mais vous voyez, ce truc, il faut que ça soit un format rapide, court, percutant. Alors, je pense que c'est ce que les auteurs ont voulu faire, parce qu'ils ont voulu se fondre dans la génération de ces deux-là, et que effectivement, c'est une génération où tout va tout vite, ils veulent absolument tout faire au même moment, etc. Ils voudraient avoir 5 cerveaux, 4 téléphones portables, et faire tout gérer en même temps. Mais alors, l'histoire et les personnages, Jules va disparaître, se casser à Paris. Romane, enfin ils sont à Paris, va disparaître de la vie de Romane, elle comprend pas pourquoi. Parallèlement, Romane va, elle, être frappée du diagnostic de l'endométriose. Donc d'un côté, Jules resquatte les endroits où il squattait avec l'ex-meilleur ami de Romane. Romane fait face à l'endométriose, son mec, donc, et alors l'archétype du gentil garçon tout mignon, tout plein, surfeur, avec des bonnes intentions tout le temps. Bref, alors les auteurs ont voulu, c'est vraiment ça. Alors bon, ils veulent aborder beaucoup de thématiques. Alors, ils abordent la thématique de la sexualité, sexualité générale, sexualité entre deux garçons, deux filles, une fille, un garçon, enfin tout ce que vous voulez. C'est même transgenre d'ailleurs. Ils abordent l'avenir, ils abordent donc l'endométriose, ils abordent la peur de l'avenir aussi, l'esclavage sexuel, puisque Jules prend à un moment donné sous son aile une prostituée. Comment dire, l'exclusion aussi, ce côté exclusion des gens qui vivent en marge de la société, qui sont dans les squats, dans les dehors, qui vivent, etc. Donc il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce roman-là, mais à aucun moment j'ai accroché avec l'histoire de Jules ou Romane. Peut-être plus de Jules, et encore, mais peut-être plus de Jules, parce que pour moi, c'est trop haché, c'est trop évident. Je voyais arriver la fin, mais alors, même pas, je dirais pas à la moitié, je dirais que à la 40e page, j'aurais pu vous dérouler ce qui allait arriver. Hein. Mais alors, vraiment, et alors, c'est dommage, enfin, pour moi, ça a été dommage parce que je l'ai lu très rapidement, je crois que ça m'a fait même pas 2 jours dans le bus, hein, pour vous dire. C'est écrit gros, hein, faut pas exagérer, c'est vachement écrit gros. Mais moi, je suis pas sensible à ce genre d'ouvrage je me suis dit, il faut quand même que j'en parle, il faut quand même que je le dise. Je suis sûre que ça intéresse beaucoup d'entre vous, sûrement. Certains l'ont sûrement lu, mais moi, je n'ai pas accroché parce que je trouve que c'est pas assez développé. Quand on parle de Nina, qui est l'ex qui est l'ex meilleur entre guillemets ex meilleure amie de Romane, etc. Il y a des choses qui enfin c'est je sais pas quoi dire. Voilà, c'est pas un flop parce qu'il y a des moments qui m'ont plu. En plus, le fait est que de proche de moi, j'ai quelqu'un qui subit l'endométriose, donc je sais ce que ça peut faire, je sais le mal que ça peut faire, et je trouve que c'est très bien d'en parler aussi dans un livre et de l'exposer. Mais c'est tout dans la guimauve, hein. C'est-à-dire que les parents... ouais, voilà, il y a une espèce... Alors, je pense que c'est un feel-good, ce qu'on appelle un feel-good, etc. Mais c'est trop, trop et trop. Voilà, c'est à un moment donné, voilà, tout est bien, tout est... Même dans les moments les plus sombres, il y a quand même quelque chose de pas mal, etc. Donc, voilà, je ne vais pas en faire 20 minutes, mais En plein vol de Manon Fargeton et de Jean-Christophe Tixier. Merci à Babelio, mais... voilà, j'ai lu et je sais à qui je vais le donner, mais je pense que, vous voyez, je pense que d'ici même pas, quand j'ai fini la vidéo, je l'aurai complètement oublié.
il n'y a pas un personnage que je vais garder dans ma mémoire, et ça c'est très très difficile. Donc c'est pas un flop, mais voilà, c'est un, c'est un ovni, c'est un ovni dans ma vie, je sais pas. Ah, premier coup de cœur de l'année. Je l'avais repéré l'année dernière, je voulais absolument le lire. Il est édité par une maison d'édition dont je vous rabâche à chaque fois le fait que j'adore. C'est aux Forges de Vulcain. Je l'avais repéré, le thème me plaisait. Oui, quand on touche à la Russie, à l'URSS, à ce genre de trucs, etc., il fallait absolument que Lisa se propulse, hein, comme une débile. Et là, quand je vais vous montrer, je vais vous dire une chose. Je sais pas comment on ne peut pas être envoûté par ce roman-là. Voilà, donc je vous le montre tout de suite. Ça s'appelle À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik. Alors on est à Tchernobyl en 86 avec Lena et Ivan, qui sont des ados, des jeunes, très jeunes ados, qui se connaissent depuis toujours, qui ont une relation très fusionnelle, un peu comme en fait, je sais pas si ça vous est arrivé, mais on a presque tous, en tous les cas moi, connu un fiancé en maternelle, avec qui on était tout le temps collés, serrés, machin, limite si les parents n'avaient pas publié les bancs déjà. Et en fait, Lena et Ivan, c'est ça, et qui vont accentuer cette espèce d'amour d'enfant à être de plus en plus... Alors, ils sont pas amoureux, ils sont vraiment amis au début, mais amis fusionnels, amis qui éjectent tout le monde autour. Et quand ils vont commencer à devenir des adolescents, leurs sentiments vont évoluer. Alors, ils comprennent que plus ou moins, il y a quelque chose entre eux qui est plus que de cette espèce d'amitié fraternelle absolument exclusive. Mais bon, bah, c'est des enfants, donc c'est pas trop. Et parallèlement, on a cette histoire de la centrale nucléaire de Tchernobyl, puisque les parents de Lena sont ingénieurs à la centrale, et en fait le père de Ivan est un paysan lambda, etc., un peu un homme des cavernes, des bois. Et quand va survenir le drame que nous connaissons tous, Lena va partir avec ses parents, parce que son père était de garde cette nuit-là, et c'est ce qui se passe, et part. Voilà, donc il fuit la Russie, puisqu'à l'époque c'était ça, il part, et il décide de partir en France, de mener sa famille le plus loin possible avec sa femme, sa fille et la grand-mère. Et donc Léa est arrachée. Et je dis arrachée, elle est arrachée non seulement à sa terre, non seulement à ses racines, à sa vie, à sa maison, à sa culture, mais elle est arrachée à Ivan, qui lui et elle vont vivre l'arrachement de façon non seulement brutale, mais de choc absolu, c'est-à-dire que lui vit avec tous ces gens qu'on a déplacés, pas trop loin mais pas trop près, qui ont subi tout ce qui est comme radiation nucléaire et qui vont vivre dans cet endroit complètement désolé et qui est quand même qui est la plus grosse catastrophe, en tous les cas, connue sur une centrale nucléaire à cette proportion-là, et qui est quand même la plus grosse catastrophe que l'homme ait fait, hein, franchement. Et petit à petit, on voit Lena qui grandit sans son double, sans cette espèce de... Ouais, son double. Et Ivan de l'autre côté, qui lui écrit, parce qu'ils avaient gravé leur initiale sur un tronc d'arbre. Très belle scène d'ailleurs, et à la fin. Et en fait, ils ont cette espèce de lien, même s'ils sont très très loin. Et donc les années vont passer, mais Lena n'oublie pas. Elle n'arrive pas. Elle fait sa vie, mais elle n'arrive pas à oublier Ivan. Et on comprend à un moment donné qu'Ivan ne l'a pas vraiment oublié. On est surpris, hein, un petit rebondissement où on se dit ah, et puis finalement ah non. Et puis alors moi je trouve que c'est un roman, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un roman qui m'a bouleversée, parce que je sais même pas comment expliquer. En fait, j'ai ressenti tout. Et quand je dis ressenti, c'est les odeurs, le frôlement. C'est impressionnant.
quand vous lisez, de pouvoir ressentir le frôlement de mains ou le frôlement de deux personnes, comme si vous aviez quelqu'un qui vous touche, qui vous frôle. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et je suis sortie, j'avais le cœur, mais je vous raconte même pas, je crois qu'elle m'a arraché le cœur, l'auteur. Parce que à plusieurs reprises, j'avais le cœur tellement serré, qui battait tellement fort que je me suis dit, va sortir la poitrine, cet abruti. Parce que il y a une nostalgie, il y a un manque, une absence qui est vitale. En fait, c'est vital que Léna reparte, puisque en fait, elle ouvre le roman quand Léna revient. Et en fait, c'est en flashback qu'on comprend, voilà. La scène de fin est... voilà. Bon, je crois qu'il y a encore des larmes là quelque part. Je pleure rarement sur un livre, mais alors là, elle m'a arraché, mais vraiment, elle m'a arraché le cœur. Et je l'ai remercié d'ailleurs. Je lui ai dit mais merci parce que ce côté de l'absence, du manque de quelqu'un, du fait qu'on vous ait arraché une partie de vous, vous savez pas comment gérer ça, comment expliquer que la personne vous manque. Ça peut être votre fiancé, votre amoureux ou votre meilleur ami, etc. Mais quand on a connu ça, et moi je l'ai connu, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a touchée profondément, mais je pense qu'il a touché beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'on touche du doigt cette catastrophe, mais on touche du doigt aussi tout ce que ça a engendré sur les autres, sur la vie des personnes en général, la vie des personnes qui sont restées, ceux qui sont partis, ceux qui ont fui. C'est... voilà, je sais pas quoi dire. En fait, il est bouleversant parce que on sent les odeurs, on sent les frôlements, on sent l'envie. On est à côté de Léna quand elle a son compteur Gégère là, et ça m'a d'autant plus révoltée d'ailleurs à la fin de savoir qu'il y a des gens qui vont aller visiter comme si c'était au parc d'attractions Tchernobyl, ou en tous les cas les alentours, avec un compteur Gégère, quoi. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont été arrachés à cet endroit et qui n'ont pas pu retourner chez eux, ou ceux qui sont morts et qui subissent encore les conséquences 30 ans après de cette histoire-là, voilà, à la fin, j'en ai parlé, on m'a dit « Oh, mais tu as vu qu'il y a des tours opérateurs ?» Je dis « Non, mais m'en parle même pas, quoi, parce que ça, c'est le genre de truc que j'arrive pas à comprendre. » Qu'on aille voir le malheur et la catastrophe des autres, moi, c'est... Voilà. Donc, à crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik, franchement, alors, bien sûr, je remercie les Forges de Vulcain d'éditer des bouquins que j'aime toujours, mais alors, merci Alexandra, je me permets, parce que, alors, vous m'avez arraché le cœur, mais d'une façon tellement belle, qu'il sera dans les favoris et dans le bilan de fin d'année, parce que c'est mon premier coup de cœur de l'année et j'ai été renversée. Voilà. Bouleversée, renversée, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il est irradié. Je dirais que, sans faire de mauvais jeu de mots, j'ai été irradiée de bonheur en lisant ce truc-là, quoi. Vraiment, c'est un très mauvais jeu de mots avec Tchernobyl, mais je trouve que ça lui sied très bien. C'est... voilà. Merci. Alors on passe, il va durer 3 heures ce point lecture, on passe à un essai, je vais vous en parler assez rapidement, c'est Station Métropolis, dérision coruscante de Alain Musset, donc chez Le Bélial, pardon, Le Bélial. Alors c'est un essai, je l'ai pris parce que j'ai adoré. En fait il parle des villes du futur, mais en rapport avec la science-fiction au sens très 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 large. Il parle des mégapoles, il parle de l'organisation, de la nouvelle morphologie des villes, mais il les met en parallèle et en rapport avec tout ce qui a été inventé. Alors évidemment, quand vous avez vu Coruscant, vous vous êtes dit ah, la débile de Star Wars. Oui. Mais la débile de Metropolis aussi pour Friesland. Ah oui, non mais oui. Ah oui, il y a des maboules. Alors, la première, il y a 3 parties dans cet essai. C'est hyper bien documenté au niveau de la science-fiction, autant au niveau des films, parce qu'il cite donc Star Wars,
Mystique, Blade Runner, ici de Fritz Lang, etc. Enfin, il y a beaucoup de références littéraires, de séries aussi. Il parle de la verticalité à un moment donné, de la pauvreté, de la verticalité des villes qu'on peut voir. Et il fait le rapprochement de savoir si les auteurs de science-fiction, et c'est la question qui se pose, si les auteurs de science-fiction influencent les villes ou si c'est les villes qui influencent un peu, l'évolution des villes qui influencent un peu les auteurs. Je serais enclin de dire que c'est plutôt la littérature, le cinéma, ou les séries en tous les cas, qui vont influencer. Parce que quand on voit les références, et alors en plus, bon, côté référence, Alain Musset, il y a beaucoup de livres. Alors la bibliographie. Ah mais mes amis, ah mais c'est écrit tout petit et vous avez toute cette bibliographie. Alors j'ai coché les trucs, il y a beaucoup de choses que j'avais pas lues, de toute façon en tous les cas que je ne lirai pas, mais il y a quand même bon, Asimov, etc. Des choses qui sont incontournables, Barjavel, il y a des incontournables que j'ai lus, évidemment Wells, enfin, la débile avec Wells, mais honnêtement c'est un essai, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez la géographie des territoires, si vous aimez savoir ce que peut expliquer, parce qu'il est quand même géographe, et il est quand même directeur de l'école des hautes études sciences sociales, hein, c'est pas n'importe qui le Alain Musset. Donc il a cette approche-là très technique, mais très géographiste, et vraiment c'est un truc à dévorer. Moi je l'ai dévoré, j'ai adoré parce qu'il parle des similitudes entre les œuvres de fiction et la réalité. Et le fait est que moi, quand je suis sortie de là, le qui est qui influence qui, moi j'avais mon idée. Après, chacun a son idée, j'en suis sûre. Mais c'est un très bel essai. C'est pas très long, il y a 250 pages ou un truc comme ça. Voilà, 250 avec, sans la bibliographie derrière. Mais j'ai adoré la vision qu'il a des mégapoles, des villes actuellement, des rapports que les gens ont dans les villes. Franchement, moi j'ai... voilà. Et puis bon, on parle de Star Wars, la dinde qui arrive avec... qui couinait à chaque fois qu'il disait Coruscant. Non mais... Voilà, sans compter de Blade Runner, moi j'étais... Mais vu les références, c'est une référence pop de ma génération, en tous les cas, de celle dans laquelle j'ai grandi, parce que les œuvres de science-fiction, évidemment, on les a lues, hein, les Asimov, les machins, etc. Tous les livres de science-fiction, on va dire la Bible de la science-fiction de base, dans ma génération, c'était obligatoire. Franchement, je ne peux pas faire autre chose que de vous recommander, si vous aimez l'aménagement du territoire et en plus la science-fiction écrit de main de maître avec plein de références. Ah ouais, il y a plein d'encarts, il faut que je vous montre. Ah, il y a des photos aussi, mais il y a des encarts et moi j'ai adoré les encarts. Oui, vous savez que je suis une fille d'encart. Il y a des notes de fin de page et il y a des petits encarts comme ça, mais c'est hyper intéressant. Et en plus, alors le truc intelligent, c'est qu'il a mis les liens pour des PDF ou des références sur des sites ou sur des universités ou sur des études, des dossiers, des essais. Et j'en ai relevé 5 ou 6 et du coup j'en ai lu. Chose que je fais pas. J'ai téléchargé les PDF parce qu'on peut le faire sur puisque c'est des études. Hein. La plupart du temps, c'est des études sur des organismes sérieux, puis non sur eux, tout ce que vous voulez. Donc on peut les télécharger. J'en ai lu. Il y en a une sur la verticalité des villes, mais j'ai adoré. Oh le truc, mais voilà. Donc voilà, voilà. Je sais plus quoi vous dire parce qu'en fait vous êtes en train de vous dire, elle a eu 2 coups de cœur la Dinde, mais non, le roman c'est mais là pour un essai, moi j'ai adoré. Voilà. Donc merci à Alain Musset parce que s'il passe par là. Alors on finit sur les trucs sympas. On parlait de Coruscant. Je l'ai fini. Alors, je fais attention parce que Général Alex va me sauter dessus parce qu'il va avoir les mains. Donc, c'est chez Hachette Jeunesse. Donc, c'est avec Disney, bien sûr, et Lucasfilm. Donc, en fait, c'est des histoires illustrées de l'épisode 1 à 8. Oui, non, il n'y a pas le 9. Ne me reparlez pas du 9, je vais m'énerver. Donc, de 1 à 8... Et c'est vachement bien illustré, moi je trouve que c'est sympa. C'est à mettre effectivement dans les mains de vos neveux, nièces, fils, filles, cousins, germains et toute la clique. Si vous voulez les initier, si vous êtes des maboules comme moi de Star Wars, c'est un très bon moyen.
de les envoyer sur l'univers Star Wars avant de leur montrer les films, parce que déjà, en version illustrée, ça va les intéresser. Puis c'est des histoires que vous pouvez lire le soir, parce que vous avez vu, c'est écrit assez gros, je recommence, mais je vais vers la fin, parce que, voilà. Et ça résume hyper bien, et moi je trouve que c'est bien fait, et voilà, Star Wars, quoi. Oui, bah je sais, je fais ce que je peux, hein, mais hein, voilà. Et dernier, parce que bon, on va éviter de faire 50 minutes sur ce truc, mais bon, il faut quand même que je vous le montre. C'est le tome 1 de Aliénor, la Légende Noire, qui est paru chez Paquet. C'est Paquet? Non, c'est Delcourt, pardon. Ouais, c'est Delcourt. Ah, non, mais je suis en train de lire un paquet, donc du coup... de la Lande, Mogavino et Gomez. C'est le volume 1, donc on trouve évidemment Aliénor, jeune, belle, merveilleuse, enfin elle était belle hein, d'après les reportages, enfin les reportages, les écrits de l'époque et les troubadours, elle était très belle. Elle arrive à la cour au moment où elle va épouser le bigot Louis VII. Et mademoiselle est quand même elle vient de la cour d'Aquitaine, son grand-père est un des premiers troubadours. Elle a été élevée avec les fastes du duché d'Aquitaine, au milieu des arts, des lettres, etc. Elle tombe face à une cour de France qui est quand même assez restrictive, avec une belle-mère pas commode des masses. Bah non, hein, voilà. Et qui en plus... clôture, elle tombe face à un Louis VII qui est quand même un peu effacé, un peu bigot, enfin il est à l'antipode de sa femme. Elle le décoince dans le tome 1. Voilà, il vaut mieux. Hein. Et en fait, il y a 6 tomes. Moi, je pense que je vais les lire, les 6, parce que je vois... Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, si vous êtes comme moi accro à l'histoire, la vraie, machin, etc., vous allez... il faut prendre sur vous, hein, parce que moi, je suis une fan d'Aliénor d'Aquitaine, donc évidemment qu'ils ont pris des raccourcis avec l'histoire, avec les choses, parce que c'est une bande dessinée, donc excusez-moi, personne n'était là à l'époque pour savoir exactement au mot près ce qu'elle disait, mais c'est bien fait parce que ça ouvre aussi, comme pour Star Wars, ça ouvre aussi la possibilité de laisser... les gens découvrir qui était à peu près Aliénor d'Aquitaine et d'après se tourner vers des romans ou des essais ou des livres d'histoire, je perds ma voix, plus, on va dire, plus pointus pour savoir exactement qui était Aliénor d'Aquitaine. Voilà. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ne balancez pas ça à votre gosse de 4 ans, hein, parce qu'il y a des images un peu crues. Enfin bon, il n'y a rien de révolutionnaire dans le cru, hein, mais j'allais dire... Mais voilà, mais bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a un avertissement à -2, mais bon, non, je pense pas. Enfin, j'ai pas vu en tous les cas. Mais on se retrouve donc en 1137 avec la belle Aliénor et je pense qu'ils vont développer. Alors, on dit la légende noire parce que je dois rappeler que Aliénor a épousé 2 rois, celui de France et d'Angleterre, et que le deuxième était quand même largement plus jeune qu'elle. Vous voyez, comme quoi les filles de l'époque, elles étaient déjà en avance sur leur temps, c'est juste qu'à un moment donné, ça a foiré. Que les filles se sont laissées enfermer et que c'est les garçons qui ont pris le dessus parce que, personnellement, on était bien à l'avance à l'époque. Voilà, les discours féministes débiles. Alors, ça, c'était ce que j'ai lu donc en février. J'ai fini tout ça très rapidement, puisqu'en fait, j'ai fini tout ça, je pense... j'avais pris de l'avance sur Coruscant et les ruines. J'avais commencé ça en fin janvier. Mais j'ai fini tout ça vers le 13-14 février. Et donc j'ai attaqué, je ne pouvais pas attendre, j'ai attaqué 2 livres du book haul de mars dont je vais vous parler d'ici une semaine à peu près. Alors, j'ai pas beaucoup de livres pour mars, vous verrez, mais en fait, j'ai dans l'idée qu'il y en a d'autres qui vont arriver, donc peut-être que ceux que je vous présenterai dans le book haul ne seront pas forcément tous les livres que je vais lire, parce que j'en ai acheté un autre, je l'ai toujours pas reçu parce que je l'ai acheté à l'étranger, et donc je pense qu'il n'arrivera pas parce que la date est postérieure à mon book haul, donc voilà. Donc ça, c'était tout le point lecture de février. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont intéressé. Si vous en avez lu, et je suis sûre que vous en avez lu
Vous pouvez commenter dans la barre ce que vous avez lu, ce que vous aimez. S'il y en a certains qui vous intéressent un peu plus, bah écoutez, dites-moi tout ça. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la souris, le machin. Enfin, vous connaissez l'histoire. J'aime pas trop le faire à la fin parce que ça fait un peu voilà, un regard. Mais bon, voilà. Je remercie les nouveaux abonnés aussi qui sont arrivés. Petit à petit, on arrive. Bientôt 100 abonnés. Ouais, bah, à mon niveau, c'est déjà beaucoup. Voilà. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Et puis bah, à la semaine prochaine pour le book haul. En attendant, lisez.